période actuelle. Alors, ce dernier maximum glaciaire, hein, moins 7 degrés à l'échelle planétaire, pour vous faire, pour que vous visualisiez un petit peu ce qui se passait, nous, là où nous sommes actuellement, enfin, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais dans les Alpes du Nord, sur le campus du Bourget, il y a à peu près 1 kilomètre de glace au-dessus de votre tête. Ça veut dire que 7 degrés de moins à l'échelle planétaire, c'est des changements drastiques dans les paysages. Okay, 7 degrés de moins, ça veut dire que vous avez 1 kilomètre de glace au-dessus de votre tête. Vous imaginez, vous n'aviez pas le lac du Bourget, et dans les Alpes, il n'y avait que quelques petits promontoires rocheux qui restaient. Les grands glaciers alpins, ils allaient jusqu'à Lyon quasiment. D'accord. Donc, juste pour vous dire que 7 degrés, c'est vraiment des changements climatiques énormes. Et ça, c'était il y a 20 000 ans. On rediscutera du changement, de la prévision du changement climatique futur, mais globalement, on est dans les mêmes échelles de température. C'est-à-dire que à l'horizon 2100, on va aller vers les températures, selon les différents scénarios, qui s'étalent entre 4 et 7 degrés d'augmentation. Okay, donc, c'est vraiment des changements majeurs. Je reviens sur mon petit graphique. Vous voyez qu'entre 20 000 ans et 1 million d'années, vous avez des variations de température ici, qui c'est ce qu'on appelle les variations glaciaires interglaciaires. C'est-à-dire que tous les 100 000 ans, on a une période glaciaire et tous les 100 000 ans, on a une période interglaciaire. Ok? Là, c'est des variations naturelles du climat qui sont notamment liées à ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, c'est-à-dire la position entre la Terre et le Soleil, qui est régie par des cycles astronomiques. Et donc, en fait, ces cycles-là vont induire une quantité d'énergie perçue par la planète qui varie au cours du temps. Et c'est ce qui explique la variabilité naturelle du climat à l'échelle de la centaine de milliers d'années, et ce qui explique les variations glaciaires interglaciaires. Si on remonte encore un peu dans le passé, avant 1 million d'années, vous voyez qu'on a une tendance ici, entre 5 et 1 million d'années, à la diminution de la température. Vous voyez, on passe de plus 4 à moins 2, en diminution de 6 degrés sur à peu près 5 millions d'années. 5 millions d'années, d'accord, encore une fois, à l'horizon 2100, plus 6 degrés sur 100 ans. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes. Si on remonte encore un peu dans le temps, il y a eu des périodes dans le passé qui étaient relativement chaudes. Vous regardez par exemple, au Miocène, ici, on avait des températures 6 à 7 degrés plus chaudes que l'actuelle. Si on regarde maintenant à l'Éocène, regardez, on avait des températures quasiment 14 degrés plus chaudes qu'à l'actuelle. Donc c'est vraiment conséquent. Mais ça se fait encore une fois sur des rythmes qui n'ont rien à voir. Regardez, ce réchauffement peut arriver à ce changement climatique qu'il y a eu dans l'Éocène. Il a commencé il y a 60 millions d'années et s'est terminé à 50 millions d'années. Donc 10 millions d'années pour réchauffer la planète de plus 10 à plus 14. Si on remonte encore un petit peu avant, donc ici on a la crise Crétacé-Tertiaire, et encore avant dans le passé, donc la période des dinosaures, c'est ici en gros entre 65 et 250 millions d'années, vous avez des gros changements de température. Et si je remonte encore plus loin dans le passé, vous voyez ces grosses variations de température, avec en fait, c'est lié à la quantité de CO2 dans l'atmosphère, et avant que les plantes existent, apparaissent sur la planète. À partir du moment où il y a les plantes, on est pendant le Carbonifère, c'est cette période-là, là. Pendant le Carbonifère, on a les plantes qui envahissent les surfaces terrestres et qui donc vont pomper du CO2, pompent du CO2, donc elles vont diminuer les gaz à effet de serre, et on va avoir une chute, je ne dirais pas drastique, enfin une chute drastique, mais qui est quand même pas très rapide, hein, c'est sur l'échelle de 100 millions d'années, de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, donc une diminution, vous voyez, de quasiment 16 degrés de température. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans le passé, il y a eu effectivement des grandes variations de température, même plus importantes que ce que l'on peut voir actuellement. Mais par contre, on était sur des rythmes totalement différents. Okay, alors, les différentes échelles de temps, donc, à partir desquelles permettent de répondre ces archives climatiques. Vous voyez ici, on est de l'année au million d'années. Et donc, on a différents paramètres qui régissent le cycle climatique à différentes échelles de temps. À l'échelle des dernières années, en fait, on a notamment la dynamique de l'atmosphère, hein, qui impacte beaucoup le climat. À l'échelle de la décennie ou des siècles, c'est beaucoup la circulation océanique. À l'échelle du millénaire, on est plutôt sur les aspects pergélisol, permafrost, c'est-à-dire les gaz piégés dans la glace des sols. Également, à cette échelle millénaire, c'est plutôt la végétation qui va gouverner les variations climatiques, en tout cas qui va avoir un impact sur les changements climatiques. Les poussières et les particules, on est aussi sur la même échelle de temps. L'océan profond, là on a des circulations, notamment vous savez, hein, que cette espèce de grand tapis roulant de circulation océanique, qui met à peu près 2500 ans pour qu'une goutte d'eau, en gros, elle fasse tout le circuit océanique.
Les carottes de glace, on est sur l'échelle de plusieurs dizaines de millénaires, tout comme le cycle du carbone avec les différents gaz de l'atmosphère. Et à l'échelle du million d'années, on a d'autres paramètres géologiques qui rentrent en jeu pour comprendre la variation du climat, notamment l'érosion et ce qu'on appelle l'altération des silicates, qui va avoir tendance à piéger du CO2. On a également la tectonique, avec la formation de chaînes de relief, et évidemment l'évolution de la biologie. Alors si on regarde un petit peu ces variations paléoclimatiques, donc ici ça peut être fait à partir de soit de l'affleurement, hein, comme vous avez dans cette photo là, vous voyez qu'on a une alternance entre des marnes et des calcaires, et en fait on peut aller regarder dans ces marnes et ces calcaires quelles sont les variations climatiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur quels sont les paramètres qu'il faut extraire de ces enregistrements fossiles, vous verrez ça dans les années suivantes. Sur la période la plus récente, on peut faire des carottes sédimentaires en domaine océanique notamment. Si je regarde le graphique du bas, là, on est sur en gros, depuis l'extinction des dinosaures, les 65 derniers millions d'années. Vous voyez qu'on a une tendance de CO2 dans l'atmosphère qui va à l'augmentation, puis à la diminution avec des variations. Et notamment, si on regarde cette période autour de 50 millions d'années, on voit qu'il y a une période où il y avait vraiment beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est la fameuse période de l'Éocène que je vous ai décrite précédemment. On a d'autres périodes également chaudes durant le Pliocène. C'est ce que vous voyez ici, autour de 3 millions d'années. Donc le graphique du dessus, hein, c'est un zoom sur les 3 derniers millions d'années, avec notamment en haut le flux de poussière, peu importe, le niveau marin en bleu, la température de l'océan en noir et la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc vous voyez qu'il y a une diminution, en gros depuis 3 millions d'années, de la température de l'océan, du niveau marin, mais qui subit de fortes variations. Alors ces variations ici, c'est des périodes liées au cycle astronomique. Celui qui gouvernait la variabilité dans cette partie entre 3 millions et 1 million d'années, c'est notamment le cycle à 40 000 ans. Et le cycle de Milankovitch à 40 000 ans. À partir d'un million d'années, le cycle qui domine, c'est celui à 100 000 ans. Ça, on peut très bien expliquer, on pourrait y revenir dessus si vous voulez. Voilà, donc des variations glaciaires interglaciaires sur le dernier million d'années, et à l'échelle plus longue, ici une période chaude durant le Pliocène, et encore avant, autour de 50 millions d'années, une période chaude pendant l'Éocène. Alors on peut regarder ces deux périodes. Hein. Alors vous avez ici les modèles climatiques donc, que je vous ai décrits précédemment, avec donc différents scénarios. Alors si je pars d'en bas, ici on a la période de l'Éocène. À gauche, on est sur les planisphères qui représentent les températures de l'océan. Et à droite, c'est les planisphères qui représentent les températures au-dessus des continents. Donc ça, c'est par la période de l'Éocène, il y a 50 millions d'années. Ensuite, on a la période du Pliocène, à peu près 3 millions d'années. Ensuite, on a la période du dernier maximum glaciaire, qui est une période froide, hein, la dernière période glaciaire. Et puis en haut, on a les modélisations pour le futur. Donc ensuite, les courbes qui sont au milieu, là, c'est les variations de température de l'océan et du continent en fonction des latitudes. Ce que l'on peut voir, donc le zéro, là, c'est-à-dire que c'est la période de référence, hein, le XXe siècle. Et ce que l'on peut voir, c'est que durant l'Éocène, en moyenne, il faisait à peu près 10 degrés de plus dans les océans par rapport à l'actuel. Et à l'échelle des continents, il faisait à peu près, oui, bah, c'est écrit, c'est à peu près 14 degrés de plus à l'échelle des continents. Si on regarde maintenant la période du Pliocène, l'océan était plus chaud d'à peu près 2 degrés et le domaine continental d'à peu près 4 degrés, toujours par rapport au XXe siècle. Si on regarde maintenant le dernier maximum glaciaire, l'océan était plus froid d'environ 2 degrés et le domaine continental était plus froid, alors autour de 1 degré dans l'espèce intertropicale et sur les hautes latitudes autour de, je sais pas combien on est exactement, autour d'une dizaine de degrés, mais à l'échelle globale, on était autour de à peu près 5, 7 degrés selon où on se situe. Et si on regarde maintenant les prévisions pour le futur, l'océan à l'horizon 2100, hein, c'est pour un des scénarios, mais je reviendrai en détail là-dessus. Vous voyez qu'on observe à peu près une augmentation de température de 2,5 degrés pour l'océan et pour le domaine continental jusqu'à 5 degrés. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si on regarde des périodes dans le passé, il y a des périodes qui ont été beaucoup plus chaudes que ce à quoi on s'attend, mais les rythmes de réchauffement, encore une fois, comme je vous l'ai présenté sur les diagrammes précédents, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc les adaptations des différents écosystèmes ne vont pas du tout être les mêmes.
Et donc l'avantage de retourner dans le passé sur ces différentes périodes, c'est que l'on peut essayer de comprendre comment les choses ont évolué, à quelle vitesse elles ont pu s'adapter. Donc ici, vous avez notre exemple hein, pour constituer le paléoclimat sur les derniers 800 000 ans. C'est la carotte de glace la plus longue que l'on a pour l'instant, hein, qui a été prélevée en Antarctique. Voilà encore, ressemble à une carotte de glace. Voici ici, vu au meuble, ce que cela peut représenter. Donc on a les cristaux de glace, et puis ces petites choses noires, là, hein, c'est de l'air, dans lequel on a différents gaz qui sont présents et différents isotopes de ces gaz. On a également des poussières, du volcanisme, etc., etc. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues, mais à partir de, de la glace, donc de l'H2O, on a de l'H et de l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'oxygène et ses différents isotopes, et on a de l'hydrogène et ses différents isotopes. Et grâce à ça, en regardant notamment l'oxygène 18, ou en tout cas le rapport, la variation du rapport isotopique de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16, noté delta O18, c'est le graphique que vous avez en dessous, on a pu démontrer qu'il y avait une relation linéaire, c'est une droite, entre la température, qui est en abscisse ici, et le delta O18 qui est en ordonnée. Vous voyez, par exemple, si j'ai un delta O18 de moins 50, j'ai une température de moins 50 degrés. Si j'ai un delta O18 de moins 20, j'ai une température de moins 20 degrés. C'est simple, c'est à peu près 1 pour 1000 par degré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette carotte de glace, il y a une profondeur donnée. Je mesure le delta O18 de ma glace. Je vais donc pouvoir remonter à la température qu'il faisait à une période donnée. D'accord? C'est bien ce que décrit cette relation linéaire entre le delta O18 et la température. Donc on peut, à l'étude de ces carottes de glace, remonter directement à la température qu'il faisait au-dessus de l'Antarctique, dans le passé, et également à la quantité de gaz dans l'atmosphère à travers le gaz qui est piégé donc, dans cette glace. Voici ce qui a été fait. Donc, vous avez ici cette reconstitution sur les derniers 800 000 ans. Donc, vous avez en haut la quantité de méthane mesurée dans ces carottes de glace, la quantité de CO2 mesurée dans ces carottes de glace, la température calculée à partir du delta O18, et donc avec des variations de température, vous voyez, d'à peu près 12 degrés au niveau de l'Antarctique. Vous avez le correspondant en termes de variation de niveau marin, hein, c'est-à-dire qu'il fait plus froid, on stocke plus de glace continentale, l'océan est plus froid, donc il est plus contracté. Donc on a des variations de niveau marin. Et ce niveau marin, sachez qu'il varie d'à peu près 120 mètres entre une période glaciaire et interglaciaire. Vous voyez qu'il y a à peu près 20 000 ans, il était 120 mètres plus bas qu'à l'actuel. Et donc ces variations ici, vous avez en bas l'insolation de la planète à 65 degrés nord. Et ces variations ici, elles sont liées à ces cycles de Milankovitch. Hein, vous retrouverez ça sur Internet, c'est des choses que vous devez connaître. Et en fonction de ces variations perçues, d'ensoleillement perçues par la planète, enfin, plus que l'ensoleillement, d'énergie solaire perçue par la planète, il va y avoir des périodes glaciaires ou interglaciaires. Okay. Donc c'est la variabilité naturelle du climat qui crée ces périodes glaciaires, interglaciaires, donc ces périodes froides dans lesquelles il y a moins de CO2 et ces périodes chaudes dans lesquelles il y a plus de CO2, un niveau marin plus élevé, etc. J'avance. Si on regarde maintenant les derniers 10 000 ans, dans ces carottes de glace, ben, vous voyez par exemple en haut pour le CO2, en bas, en milieu pour le méthane et en bas pour le protoxyde d'azote, on voit qu'on a une très forte augmentation de ces différents gaz sur le dernier siècle. Si je regarde par exemple le CO2, vous voyez que globalement, c'est à peu près constant, une petite augmentation à partir de 5000 ans, et puis il y a une explosion sur le dernier siècle. Vous avez un zoom ici, vous voyez cette explosion. Et ça, très clairement, c'est lié à l'impact de l'homme et à la combustion d'énergie fossile, qui émet donc ces différents gaz dans l'atmosphère. Alors si on regarde maintenant une période un peu plus récente, encore à l'aide de ces archives paléoclimatiques, on a les 2000 dernières années. Alors les forçages sont toujours les mêmes, hein, c'est le forçage volcanique, hein, ces petits traits que vous avez ici, c'est les éruptions volcaniques. Ensuite, vous avez ici l'irradiance solaire, c'est la quantité d'énergie solaire perçue par la planète Terre, et ces variations sont liées à des cycles du Soleil. Et ici, les gaz à effet de serre. D'accord? Grâce à ces différents paramètres, donc on peut faire tourner des modèles, c'est ce que vous avez dans la graphique d'en bas, et on voit donc en bleu et en rouge des simulations avec différents impacts d'activité solaire, mais globalement on voit qu'on a des variations du climat, donc en fonction de l'activité solaire et en fonction également des éruptions volcaniques.
que l'on peut voir à grande échelle sur ces 2000 dernières années, c'est que l'on a la période actuelle qui ressort évidemment très fortement, hein, le 19e, le 20e siècle, excusez-moi, et encore plus les 50 dernières années, avec une forte augmentation des températures, plus 1 degré, je vous l'ai dit par rapport à la période de référence. Avant cela, par contre, on avait une période qui était plutôt froide, hein, en dessous de vous voyez, de la référence, ce qu'on appelait le PAG, ça veut dire petit âge glaciaire. Notamment, c'est bien connu dans les Alpes, puisque la plupart des glaciers ont réavancé à cette période-là. Si on remonte encore dans le passé, on observe donc autour de 1000 ans, vous voyez, ce qui est écrit OM ici, c'est ce qu'on appelle l'optimum médiéval. C'est une période, autour de la période médiévale, où il faisait globalement un petit peu plus chaud. Vous voyez que ces courbes montrent toute une température un petit peu plus chaude, qui était globalement à peu près équivalent à ce qu'on avait au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Par contre, rien à voir avec ce que l'on a actuellement. Okay, donc on peut là aussi remonter avec un peu plus de précision sur les variations des températures sur les derniers 2000 ans. Alors on peut regarder ensuite d'autres paramètres, hein, et pas que la température, notamment la mousson. Hein, la mousson, vous savez que ça impacte quasiment la moitié de la planète, entre la mousson asiatique et la mousson africaine. Donc c'est un cycle climatique c'est une variabilité interne du climat. En gros, il faut comprendre que durant l'été, on a l'océan Indien qui se réchauffe et l'atmosphère qui se charge d'humidité. Sur le continent qui est surchauffé, donc on va avoir de l'air sec. Et donc en fait, on a cet air chaud et humide qui va s'évaporer et qui va avoir tendance à se décaler sur le domaine continental en lien avec ce qu'on appelle les vents de mousson. Et donc ces déplacements de vent vont rencontrer un relief, qui est ici l'Himalaya notamment, et il va condenser au contact de ce relief et créer de très fortes précipitations. Et donc on peut essayer de regarder dans le passé ce que a donné la variabilité de ces précipitations au cours du temps. Alors ça, c'est une étude qui a été faite à travers notamment les cernes d'arbres, simplement parce que, donc vous le savez probablement, hein, les arbres, ça crée des cernes, des stries en fait. On a un bois clair qui représente le printemps et un bois d'été qui est plutôt foncé, ici. Et en fait, l'épaisseur de ces bois, notamment d'été ou d'hiver, peu importe, ça va être fonction de la précipitation. Et donc, comme ça, parce qu'en plus, ces cernes, donc, elles sont annuelles, donc on a un calage chronologique très précis. On sait quand est-ce qu'on a coupé le bois. Donc, on peut remonter dans le temps, année par année, saison par saison. Si on mesure l'épaisseur, on va donc remonter à un indicateur de la précipitation. Donc ici, on peut définir un index de ces précipitations au cours du temps. Donc vous êtes ici sur une échelle de plusieurs centaines d'années. Et donc on peut voir, donc ces précipitations évidemment, si on regarde celles d'été, elles vont être liées à la mousson. Et donc on peut regarder comment cette mousson a évolué au cours du temps en fonction des variations connues du climat à ces périodes-là. Sur les crues historiques, notamment ici dans les Alpes, on peut s'intéresser. Donc au niveau des crues, on peut utiliser ce qu'on appelle les archives historiques. C'est-à-dire que les historiens vont chercher dans les textes anciens la notion de crue en fait et de dommages qu'a pu causer une crue dans le passé. Et donc c'est ce qui a été fait ici pour différentes régions de l'Europe. Et donc il est indiqué dans deux catégories, en gros grosses crues catastrophiques ou crues extraordinaires, bon, voilà, plus ou moins intenses en gros, avec des temps de retour. Et donc vous voyez ici quelle est la variabilité dans le temps, dans le passé, de ces événements météorologiques extrêmes. Il est également possible de faire cela à partir d'enregistrements sédimentaires lacustres. Ça, je vous en parlerai lors du prochain cours. Alors, on va passer maintenant à une autre partie qui est une partie qui nous intéressait grandement, qui est sur la projection des climats futurs. Et donc, à savoir comment, à partir des observations du passé, des observations instrumentales sur le dernier siècle, en gros, des observations paléoclimatiques, et du fait qu'on a pu tester nos modèles sur des variations climatiques anciennes, comment ces modèles, en fonction de ce que l'on prédit qu'il va y avoir comme évolution de notre société, comment ces modèles vont essayer donc de simuler l'évolution future du climat. Donc pour cela, il va y avoir ce qu'on appelle, il faut mettre en place différents scénarios. Donc ici, vous avez 4 scénarios, RCP, 2, 1, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La plupart du temps, je vais comparer le scénario le plus extrême, c'est-à-dire RCP 8.5, ou le scénario le plus optimiste, RCP 2.6. En gros, vous avez ici l'évolution donc depuis 1850 jusqu'à 2000, ça c'est les données instrumentales, et ensuite vous avez les modèles qui prennent le relais.
Donc évidemment, selon où on se situe, ça se décale dans. Donc ces différents modèles, et vous avez ici ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire la quantité d'énergie perçue par la planète, hein, qui intègre le fait qu'il y a des gaz à effet de serre. Et donc, ce forçage radiatif, il va prendre en compte notamment les émissions de gaz à effet de serre par l'homme. Et ces 4 scénarios, donc vous voyez que pour le scénario le plus optimiste, celui qui est en rouge, on voit qu'on a une diminution du forçage radiatif très rapide, d'accord, qui se stabilise dans les années, excusez-moi, le forçage radiatif se stabilise dans les années 50 et puis diminue. Ensuite, on a le modèle vert ici, où vous voyez qu'il continue à augmenter sur le rythme actuel, puis il se stabilise. Alors là, vous voyez qu'on est jusqu'à 2300, hein, donc on est très loin. Généralement, on regarde jusqu'à 2100. Ensuite, vous avez le scénario bleu qui continue à augmenter, mais jusqu'à la fin du siècle. Et puis ensuite, vous avez le scénario en gris, là, qui continue à augmenter de façon exponentielle. En gros, globalement, actuellement, on est sur ce scénario, il ne faut pas se voiler la face. Et donc avec une forte augmentation du forçage radiatif. Donc si je dis forçage radiatif, ben, je rentre dans mon modèle ces forçages radiatifs, ces différentes hypothèses, et je regarde qu'est-ce qui ressort en termes de température, en termes je sais pas, de température de l'océan, de précipitation, etc., etc. Toutes les variables climatiques que je vous décris précédemment. Donc en gros, hein, 3 catégories de modèles. Un en rouge où il y a le contrôle des émissions, un les verts et les bleus où il y a une stabilisation, et un où les émissions continuent à augmenter très fort. Alors ici, vous avez les simulations en termes de température. Donc pour le futur, cette fois-ci, avec encore une fois ces 3 catégories de scénarios. Un scénario bas pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc il faudrait limiter les concentrations à moins de 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère et les ramener à zéro. C'est-à-dire, on arrête les émissions. Il faut que les émissions soient égales à zéro avant la fin du 21e siècle, excusez-moi. Donc ce que vous voyez dans les courbes d'en bas, c'est le modèle en bleu. Okay. Donc je ne dépasse pas 450 sur la courbe du milieu, et puis je diminue. Ensuite, lié au fait qu'à partir du milieu du siècle, je n'émets plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc les températures se stabilisent autour de plus 1 par rapport à l'actuel, et sachant que l'actuel, on a déjà augmenté la température de 1 degré, donc plus 2. Le scénario médian, où on en résulte avec des températures autour de plus 2,5 degrés par rapport à l'actuel, donc 3,5. Et puis le scénario haut, donc où les émissions continuent à augmenter. Et donc on arrive à plus 5 degrés par rapport à l'actuel, donc en gros plus 6 par rapport à une variabilité climatique naturelle. Donc la plupart des caractéristiques du changement climatique, elles vont de toute façon persister pendant plusieurs siècles, même si les émissions de CO2 sont arrêtées. Évidemment, puisque le CO2 a un certain temps de résidence à l'atmosphère et il ne va pas disparaître comme ça. Donc ici, voyons les choses tout ensemble. Il s'agit ici donc de 42 modèles climatiques qui ont fait des simulations pour le futur en fonction des différents scénarios. Encore une fois, je vais commenter que le scénario le plus optimiste en bleu et le scénario le plus optimiste en rouge. Et donc, vous voyez ici qu'on va se situer par rapport à 2000 avec une température de plus 4 à plus 5 degrés selon les incertitudes pour la période de 2100 par rapport à l'an 2000. En gros, ça veut dire plus 5 à 6 degrés par rapport à la réalité naturelle du climat. Et pour l'autre modèle, donc on a de plus 1 degré, donc ça veut dire plus. Et ici, vous avez les planisphères associés à ces différents modèles. Encore une fois, on va regarder que celui d'en haut, enfin que le maximum et le minimum, celui d'en bas. Ce que l'on regarde, c'est que pour le scénario le plus optimiste, donc évidemment, le réchauffement climatique ne va pas s'effectuer de façon homogène. Ça, on en a déjà discuté. Si on regarde pour le scénario le plus optimiste, on voit que les hautes latitudes nord vont se réchauffer autour de 2 à 3 degrés, peut-être 4, tandis que les latitudes autour de l'équateur vont se réchauffer autour de 1 à 1,5 degrés. Si je regarde maintenant le scénario le plus pessimiste, encore une fois, c'est le scénario vers lequel on va, en tout cas pour l'instant. Si je regarde les hautes latitudes nord, regardez, on va aller vers des températures qui vont augmenter jusqu'à plus de 10 degrés. D'accord? Vous imaginez ce qui va se passer au Groenland si les températures augmentent de 10 degrés. Pour le nord de la Russie. Si on regarde l'espace autour de l'équateur, on va augmenter sur les températures autour de 3 à 5 degrés.
Donc encore une fois, ce réchauffement planétaire n'est pas homogène. Et puis en tout cas, il va y avoir une grosse différence entre les différents scénarios et donc selon les différentes politiques publiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'on met en place. Donc quoi qu'il en soit, une partie de l'évolution future du climat est absolument inéluctable et l'ampleur du réchauffement dépendra des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à partir de maintenant, évidemment. Si dès demain on se décide qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, eh bien l'impact sera forcément beaucoup plus limité sur la température. Alors maintenant, regardons pour la France. Tiens. Encore une fois, ces deux scénarios. Vous avez la variation de température avec l'été caniculaire de 2003, ici. Et donc, vous voyez, donc l'été caniculaire de 2003, globalement, il y avait des températures qui étaient au-dessous de 3 degrés, de plus que la période, excusez-moi, du XXe siècle. Si on regarde les deux scénarios, ben voilà, un qui se stabilise autour de 2 degrés, un qui se stabilise autour de 6 degrés pour la France, un peu plus, même 7 degrés. Et encore une fois, c'est parce que, je vais dire, on a à peu près 6 degrés de plus pour le scénario le plus pessimiste à l'échelle mondiale, mais pour la France, vous voyez qu'on serait plutôt autour de 7. Et donc cet été caniculaire, là, juste pour vous rendre compte, il y en a eu aussi un l'année dernière. Si on regarde, donc c'est le graphique de droite ici, vous avez le modèle le plus pessimiste, en rouge, pour les mois de juin, juillet, août. Et vous avez ici la variation de température de l'année 2013, de l'été 2013. Et en bas, en bleu, c'est les variations de température du XXe siècle. Et ce que l'on voit pour l'été 2013, notamment sur le mois d'août, vous voyez, au niveau du mois d'août, la courbe en noir, elle va être dans la moyenne basse des températures estivales à l'horizon 2100. Okay, donc ça veut dire que cette canicule, donc encore une fois, qui a causé la mort de 25 000 personnes en France, avec donc un mois d'août totalement caniculaire, au moins autant que l'été dernier, ben, ce genre d'été-là, ça va être dans la moyenne basse de ce qui va se passer à l'horizon 2100. Avec, donc vous voyez, en moyenne, des températures autour de 40 degrés en juillet et août, d'accord, pour la France. Donc quoi qu'il en soit, en France, on aura une augmentation des températures entre 2 et 6 degrés, voire peut-être même 7. Et l'été 2003 sera donc dans la moyenne basse des étés, à l'horizon 2100. Si on regarde maintenant les projections dans les précipitations, encore une fois, c'est un petit peu moins clair que pour les températures, mais ce que l'on peut observer, c'est qu'on va avoir encore une fois une diminution, là c'est en pourcent cette fois-ci, une diminution relativement importante, 20 à 30% des précipitations. Vous voyez par exemple dans la région méditerranéenne, ça c'est pour le schéma le plus optimiste. Si je me place pour le schéma le plus pessimiste, je vais avoir une diminution dans la région méditerranéenne jusqu'à 40%. Vous imaginez que c'est une région, regardez, si on regarde aussi le Proche et le Moyen-Orient, c'est une région sur laquelle il y a déjà des gros problèmes de ressources en eau, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Imaginez qu'à l'horizon 2100, en plus de cela, on diminue de 30 à 40% la quantité de précipitations annuelles. Il va y avoir des énormes problèmes de ressources en eau, notamment dans le bassin méditerranéen, mais également dans d'autres parties du monde, Australie, Afrique, Amérique du Sud. Donc ce que l'on retient en fait de ces modélisations, c'est qu'il y a des endroits qui vont devenir plus humides et des endroits qui vont devenir plus secs. Okay, c'est le contraste entre les saisons sèches et humides, et les régions sèches et humides vont augmenter. Okay, donc pour la région méditerranéenne, par exemple, la période sèche qui est l'été va être encore plus sèche, et la période humide qui est le printemps va être plus humide, qui est l'automne. Donc on va avoir globalement des précipitations qui vont être moins bien réparties à l'échelle de l'année, et en plus de ça, comme la région méditerranéenne est une région plutôt sèche, il va y en avoir beaucoup moins. Donc des gros problèmes de ressources. Alors ici, encore d'autres projections de précipitations. On a les précipitations en haut, l'évaporation en haut à droite, l'humidité relative, la différence entre l'évaporation et la précipitation, les écoulements et l'humidité des sols. Encore une fois, on va regarder la région méditerranéenne. Regardez les écoulements de surface dans la région méditerranéenne. Ils vont diminuer de quasiment 40%. Okay, donc ça veut dire clairement qu'il va y avoir un énorme problème de ressources en eau. L'humidité du sol, pareil. Donc ça veut dire que l'agriculture en région méditerranéenne à l'horizon 2100, dans ce schéma-là, elle sera absolument impossible. Et dans plein d'autres régions du monde, par ailleurs. Alors les projections sur les extrêmes maintenant. Alors ici à gauche, vous avez les journées chaudes.
et à droite, les précipitations lors des journées très humides. Ce que l'on, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, hein, suffisamment d'infos. Donc, ce que l'on va retenir, vous voyez ces courbes qui augmentent, hein, c'est le taux de dépassement de ces journées chaudes sur les différents scénarios. Donc, ce que l'on va retenir, c'est que les vagues de chaleur vont être beaucoup plus fréquentes et dureront plus longtemps, évidemment, hein, vous vous en doutez, et que les événements de précipitation extrêmes seront à la fois plus intenses et plus fréquents sur les domaines continentaux, des moyennes latitudes et des régions tropicales humides. Voilà. Donc, en gros, ces événements extrêmes vont être exacerbés par rapport à l'actuel. Hein, par exemple, on a pu voir la période de sécheresse qui a eu lieu en Australie avec ces gros feux. Ben voilà, faut imaginer que ce genre de choses, évidemment, dans le contexte de changement climatique, ça va devenir de plus en plus fréquent. Alors, la mousson maintenant. La mousson, hein, qui répartit les précipitations, je vous l'ai dit, qui concerne plus de la moitié de la planète, notamment le domaine asiatique, africain et sud-américain. Et donc ici, c'est pour les différents scénarios. Donc si vous regardez l'encart en haut à gauche, on est pour l'Amérique du Nord. Vous voyez les précipitations moyennes, les précipitations totales, les précipitations pendant 5 jours et la durée. Donc tout ça va aller à l'augmentation. Donc ce que vous voyez, hein, partout, quelle que soit la région du monde, et puis on le voit également à l'échelle globale, c'est que la plupart de ces paramètres qui régissent donc, la mousson vont avoir tendance à augmenter. À la fois la précipitation moyenne, les extrêmes et la durée de ces précipitations. Tout va avoir tendance à augmenter. Avec évidemment les impacts sur. La conséquence de ça, ça va être des crues extrêmes et puis évidemment des dégâts euh, extrêmement importants. Bon, je ne vais pas représenter ça, j'en avais pas déjà parlé rapidement, hein. Cette différence de froid chaud entre l'océan et le continent. Donc plus il fait froid, plus l'humidité a tendance à se décaler vers le continent. Et ce contraste d'humidité, hein, entre l'océan qui va se réchauffer, mais moins que le domaine continental, va avoir tendance à augmenter le transfert d'eau sous forme de vapeur depuis l'océan jusque dans le domaine continental, donc augmenter ce phénomène de mousson. Si on regarde maintenant les cyclones tropicaux dans les différentes régions du monde, alors vous savez que les cyclones, c'est classé en différentes catégories, hein, sur l'échelle de Saffir-Simpson, catégorie 1 à 5. Donc ce que vous avez ici, là, c'est... Alors, le petit 1, ça représente tous les cyclones, tous les tempêtes... oui, les cyclones, pardon, les cyclones tropicaux. La catégorie 2, c'est les cyclones les plus extrêmes, catégorie 5 et 6. Le chiffre romain 3, ça montre la durée du maximum d'intensité de ce cyclone. Et la catégorie 5, 4, pardon, excusez-moi, ça représente la quantité de précipitation de ces cyclones. Vous avez en dessous les trajectoires que vous voyez. Si on regarde par exemple l'Atlantique Nord, notamment la région Caraïbes, hein, vous savez que notamment elle a été impactée en 2017 par le cyclone Irma, qui est le cyclone le plus fort jamais enregistré dans le monde, hein, avec des vents qui sont montés à plus de 380 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, 380 km/h, ce que ça peut faire, il n'y a absolument rien qui tient. Et donc ce que l'on regarde ici, c'est que pour les différentes régions du monde, ben, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Si je regarde l'Atlantique Nord, par exemple, globalement sur tous les cyclones, ben, on va entre un changement d'une augmentation à plus 50 degrés à moins 50 degrés. Et si on regarde les catégories les plus importantes de ces cyclones, 4 et 5, on va vers soit une augmentation de 200%, soit une diminution de 100%. En gros, ça veut dire qu'on ne sait absolument rien sur la variabilité future de ces gros systèmes précipitants dans l'Atlantique Nord. Il y a des régions du monde sur lesquelles c'est un peu plus clair, mais vous voyez que pour ces gros systèmes de précipitation, c'est encore très mal connu, tout simplement parce qu'en fait, ces événements, c'est des événements rares, et que, enfin, quand ils sont extrêmes, donc s'ils sont extrêmes, ça veut dire qu'ils sont rares. Et donc, pour avoir des statistiques un peu robustes là-dessus, il faut des longues périodes de données ou avoir recours à d'autres types d'archives, notamment les archives environnementales, avec des carottes de sédiments par exemple, qui permettent de remonter à la fréquence du passé de ces événements-là. Donc là, globalement, les projections futures sur les cyclones, on ne sait pas grand-chose. Le niveau marin maintenant, alors regardez ici, vous avez une courbe d'évolution donc depuis 1970 jusqu'à l'horizon 2100, encore une fois pour les deux scénarios, et vous voyez qu'on est sur une augmentation du niveau marin. Alors je vous rappelais qu'on a pris à peu près 20 cm depuis 1900, okay, 1900 jusqu'à 2010, 2020, 20 cm,
Et à l'horizon 2100, pour le scénario le plus optimiste, on est sur une augmentation d'à peu près 60 cm, et le plus pessimiste, c'est une augmentation qui va de 1 mètre à 1,20 m du niveau marin. Okay. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la figure de droite, vous regarderez dans le détail, c'est les différentes contributions des calottes, des glaciers continentaux, des calottes groenlandaises en partie. Donc globalement, le niveau moyen des mers va continuer à augmenter au XXIe siècle, et évidemment bien au-delà. Hein. Et il existe un seuil de réchauffement conduisant sur plusieurs milliers d'années à une déglaciation complète du Groenland. Ça veut dire que si on dépasse ce seuil de réchauffement, je n'ai plus en tête quel est le seuil exactement, on va enclencher une mécanique de déglaciation complète du Groenland. Vous avez ici donc les projections de ces élévations de niveau marin, encore une fois pour les deux scénarios. Regardons le plus optimiste et le plus pessimiste, à l'horizon 2100, donc la partie de droite. Pour le plus optimiste, on observe des augmentations autour, vous voyez, de 0,6 mm par an, 0,6 mètres à l'échelle 2100, excusez-moi. Et puis pour le plus pessimiste, on est autour d'un mètre, et puis il y a des régions dans le monde où on va être au-delà d'un mètre, notamment dans l'océan Indien. Encore une fois, ce n'est pas homogène à l'échelle planétaire. 1 mètre, hein, c'est dramatique pour certaines îles. Hein. Il y a des îles qui sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau marin. Donc il faut imaginer qu'il y a des choses qui vont disparaître. En plus de ça, quoi qu'il en soit, pour toutes les régions du monde, et pour la France notamment, une élévation d'1 mètre du niveau marin, ça veut dire que tous les événements météorologiques extrêmes, les tempêtes par exemple, vont avoir un impact plus important sur le littoral. Ils vont créer une très forte érosion littorale. Sur les océans maintenant, autre que l'élévation de niveau marin, on peut regarder donc les températures de surface, quelle est la prévision de cette augmentation, le pH de l'océan, le contenu en oxygène, la production primaire. Donc, bien évidemment, hein, tout ça va s'accentuer par rapport à ce que je vous ai déjà présenté sur le bilan actuel. Sur les différents scénarios, donc la température de l'océan va se réchauffer de façon plus ou moins importante, entre 0,5 degrés pour le plus optimiste jusqu'à plus de 3 degrés. Le pH de surface de l'océan va devenir de plus en plus acide, avec des organismes qui ne pourront plus vivre car l'océan sera trop acide. Le contenu en oxygène va également diminuer. Donc qui dit moins d'oxygène dit moins de production primaire, et qui dit moins de production primaire dit moins de piégeage de CO2 dans l'océan, donc plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc une température qui augmente encore plus. Donc des eaux de surface plus chaudes et plus acides, les océans donc vont continuer à se réchauffer même en profondeur, ce qui va évidemment affecter la circulation océanique. Alors ça fait partie des grandes incertitudes, hein. Comment cette augmentation de température va impacter la circulation océanique. Notamment, vous savez, nous on est à la même latitude que le Canada, et pourtant il ne fait pas aussi froid qu'au Canada. Okay, hein. Le Canada, ils ont des moins de 30 pendant l'hiver. Nous, si on a des températures négatives pendant l'hiver, c'est que le matin, et encore. Cette année, ça n'est pas arrivé souvent. Donc cette différence de température, quand on est à la même latitude, elle est liée à ce qu'on appelle le Gulf Stream, qui est un courant océanique chaud, hein, qui part du golfe du Mexique, qui traverse l'Atlantique et qui arrive à nos latitudes. Et donc en fait, si les océans se réchauffent et que la dynamique de circulation océanique change, voire s'arrête, ben, peut-être qu'aussi bien l'Europe va avoir tendance à présenter des températures plus froides. Si cette circulation, ce Gulf Stream, a tendance à ralentir, le transfert de chaleur depuis le golfe du Mexique jusqu'à l'Europe va changer. Donc ça fait partie des incertitudes, hein. C'est-à-dire comment va être affectée la circulation océanique avec le réchauffement climatique. Voilà, je passe sur cette petite parenthèse. Donc moins d'oxygène, moins de production marine, et donc évidemment un fort impact sur les écosystèmes marins. Alors ici, vous avez un petit schéma qui est sorti du dernier rapport du GIEC, là, publié en novembre dernier sur les océans. Et vous voyez les différents impacts que va avoir le changement climatique sur les écosystèmes marins. Alors par exemple, l'acidification, hein, au milieu. Évidemment, ça va avoir un impact sur les organismes calcifiants, donc les crabes, les ptéropodes. La stratification de l'eau, ça veut dire qu'on va avoir une eau de surface qui va être plus oxygénée, une eau profonde qui va être moins oxygénée. Donc ça va avoir un impact assez important, notamment sur les organismes marins qui ont tendance à plonger, comme les baleines. Le réchauffement de l'océan, ça va avoir également un impact sur une partie sur les organismes et les écosystèmes qui vivent notamment aux hautes latitudes, qui ont l'habitude de vivre dans des écosystèmes où il fait relativement froid. Et donc on va avoir un impact donc, à la fois négatif sur pas mal d'organismes, c'est les carrés orange,
un impact plutôt positif sur d'autres organismes, par exemple le phytoplancton qui va former sa petite carapace en silice, lui va prendre la place du phytoplancton qui va former sa petite carapace en calcaire. Donc il y a des organismes qui vont être favorisés à la place d'autres. Voilà, alors le seul effet positif de tout ça, vrai effet positif, ça va être pour les promenades en mer, en gros, et le tourisme, hein. Évidemment, on pourra passer, je sais pas, de la Russie aux États-Unis par le pôle Nord. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, évidemment, on regarde certes l'impact du changement climatique sur l'océan, mais tout ça, ça a un impact sur les écosystèmes aquatiques et un impact qui peut être vraiment absolument majeur. Alors maintenant, la glace de mer, justement, hein, on parlait de ça, on parlait du fait de pouvoir passer en bateau entre la Russie et les États-Unis. Donc ici, vous avez l'étendue de la banquise dans l'hémisphère nord au mois de septembre. Et pour les différents scénarios, vous voyez que pour le scénario le plus pessimiste, à l'horizon 2050, on a une disparition de la banquise en été. Ça veut dire qu'il n'y aura absolument plus de banquise entre les États-Unis et la Russie. Donc vous avez ici à droite des planisphères. Vous en avez un pour la période, alors un qui est centré hémisphère nord, un hémisphère sud. Ça, c'est pour la période entre 1986 et 2005. Et donc, vous voyez notamment qu'en été, évidemment, il y a de la banquise dans l'hémisphère nord, hein. Donc ensuite, si vous regardez pour le scénario médian, on va dire, ou on va directement regarder plutôt pour le scénario le plus pessimiste, 2100, ben vous voyez que si je regarde dans l'hémisphère nord, il n'y a absolument plus de banquise en été dans l'hémisphère nord. Et en hiver, évidemment, elle est toujours présente. Ça, pas de problème, il continuera à faire froid pendant l'hiver. D'accord? Donc en tout cas, des impacts assez importants, et puis il faut imaginer que tous les écosystèmes qui vivent dans ces milieux-là vont être grandement impactés par la fonte de la banquise. On voit que pour l'Antarctique, il va y avoir également une fonte importante, hein, puisque la partie en rose, là, le petit trait en rose que vous voyez, c'est l'état actuel. Alors la cryosphère d'une manière plus générale, ici vous avez en haut l'évolution de la superficie enneigée à l'horizon 2100, et donc vous voyez que ça va diminuer dans le scénario le plus pessimiste à peu près une trentaine de pourcents. Et l'étendue du pRG du sol, c'est-à-dire de la glace gelée dans les sols, va également fortement diminuer, relarguant ainsi des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en plus. Sur la cryosphère continentale, c'est-à-dire les glaciers cette fois-ci, vous avez ici différentes estimations pour les différents glaciers du monde. À l'échelle globale, c'est le petit schéma en haut à gauche, pour encore les trois scénarios, là, le plus optimiste, le plus pessimiste et le médian, à l'horizon 2100. Et donc, par exemple, si je regarde le plus pessimiste, vous voyez qu'à l'échelle globale, je vais avoir une diminution de la masse qui va être extrêmement importante. Et en équivalent d'élévation de niveau marin, on va être, vous voyez, pour l'échelle globale, autour de 20 cm. Alors évidemment, ça ne tient pas, là je parle que des petits glaciers, je parle pas du Groenland et de l'Antarctique, hein. Si je regarde maintenant, par exemple, l'Europe centrale, donc nous, hein, chez nous, vous voyez que en termes de pourcentage de perte de masse, ben, regardez, sur le scénario le plus pessimiste, les glaciers européens ben, vont tous entièrement disparaître. On est à quelques 5% qui restent. Donc, enfin, globalement, c'est absolument dramatique pour les glaciers européens. Et on voit déjà ce fort recul, on l'aperçoit un petit peu tous les jours. Voilà, donc il y a des régions évidemment qui vont être plus impactées que d'autres. Et tout ça, toute cette eau continentale qui n'est plus stockée, évidemment, elle va aller dans l'océan et contribuer à l'élévation du niveau marin. Alors, cet impact sur les glaces de montagne, ça va avoir évidemment, ça va créer des nouveaux risques. C'est ce que vous avez schématisé ici. Donc vous avez différents petits encarts, 1, 2, 3, 4. Vous avez un premier encart ici sur, donc si vous voulez, c'est en anglais, c'est issu du dernier rapport. Ici, c'est sur le fait que les pentes au contact des glaciers vont devenir instables, donc on va avoir beaucoup plus de glissement de terrain, puisque en fait le permafrost, en fait, la glace piégée dans les parois, qui joue comme une espèce de ciment, hein, va fondre, et donc en fondant, ce ciment disparaît, et donc il y a des parois rocheuses qui vont complètement s'effondrer. C'est déjà le cas avec les plus gros écroulements dans les Alpes. On étudie beaucoup ça d'ailleurs au laboratoire sur le massif du Mont Blanc. D'autres risques qui vont apparaître, c'est les risques d'avalanche dans les endroits où il n'y en a pas ou peu actuellement. On va également avoir des risques en cascade, c'est-à-dire que si les précipitations ne se font plus sous forme de neige, mais sous forme d'eau, ben, qui vont contribuer encore plus à la fonte de la glace
ou de la neige préexistante, eh bien, on va avoir beaucoup plus de crues et des crues beaucoup plus grosses qui vont également induire des glissements de terrain. Et donc, on va avoir un risque de crue qui va augmenter dans le futur. Et puis, évidemment, un risque pour les sociétés humaines, hein, et notamment le tissu socio-économique, hein, notamment dans les Alpes. Hein, vous voyez qu'il y a une grande partie de notre économie qui est basée sur le tourisme hivernal. Ben, effectivement, à l'horizon 2100, s'il n'y a plus de glace, plus de neige, évidemment, il faudra changer de pratique. Donc voilà, toute une catégorie de risques qui va émerger en lien avec cette fonte de la crise. Alors maintenant, quelques projections sur la biodiversité. On en a assez peu parlé pour l'instant. Alors c'est une figure qui n'est pas forcément simple à comprendre. Donc ici, vous avez des catégories. Vous avez les arbres, les plantes herbacées, les mammifères, euh, donc plutôt les herbivores, les carnivores, les rongeurs, les primates, les insectes et les mollusques d'eau douce. Alors vous avez une échelle ici qui est la vitesse maximale de migration de cette espèce-là en kilomètres par décennie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un arbre ici, il migre assez lentement. Alors, vous voyez, il peut migrer que de quelques kilomètres en une dizaine d'années. Alors que si on regarde par exemple les mammifères carnivores, en une dizaine d'années, ils ont tendance à migrer d'une soixantaine de kilomètres. Okay, si on regarde les primates, c'est qu'une dizaine de kilomètres. Voilà, évidemment, il y a une grande variabilité. C'est casé. Donc la médiane, c'est la barre noire. Et donc, les traits horizontaux que vous avez ici, ce sont les différents modèles climatiques. 2.6, je vous rappelle que c'est le plus optimiste, et 8.5, c'est le plus pessimiste. Si je regarde le 8.5 à l'échelle globale, donc le trait, là, il est ici autour de 20. Si je regarde le 8.5 à l'échelle des plaines, vous voyez que le trait est beaucoup plus élevé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je regarde, par exemple, à l'échelle globale, dès que ce trait rouge là, qui correspond à ce modèle climatique à l'horizon 2100 à l'échelle globale, dès qu'il est au-dessus de la barre noire et encore plus du carré, ça veut dire que les espèces, ces types d'espèces ne pourront pas s'adapter. Elles ne vont pas pouvoir migrer assez vite pour s'adapter au changement climatique. Donc en gros, la plupart des arbres, dans ce scénario-là, vont disparaître. Les plantes herbacées, la grande majorité vont disparaître. Il y en a quelques-unes qui vont pouvoir survivre, vous voyez, qui sont au-dessus de cette moyenne. Si je prends maintenant les primates, regardez les primates, la plupart de ces grands singes vont disparaître, hein, parce qu'ils ne pourront pas s'adapter, pas migrer suffisamment vite en lien avec le changement climatique. Si je regarde maintenant les grands mammifères, si je prends par exemple les mammifères carnivores, dans les grandes plaines africaines notamment, ben vous voyez que là aussi, à l'horizon 2100, dans ces grandes plaines africaines, la plupart des mammifères carnivores ne pourront pas survivre car ils ne pourront pas migrer suffisamment vite. Et pour les herbivores, ils ont plutôt tendance à migrer un petit peu plus vite, en moyenne, mais il y en a évidemment d'autres qui vont disparaître. Donc vous pouvez regarder cette figure pour les espèces, il y en a plein d'autres qui existent dans les différents rapports du GIEC, mais tout ça pour vous dire que, en fonction de l'impact de ce changement climatique et de son ampleur, hein, parce que si je regarde le scénario le plus optimiste dans les plaines, je suis au-dessus de tout, au-dessous de toutes les espèces, donc pas de problème, j'ai peu de disparitions. Donc l'ampleur de ces changements va avoir effectivement, certes, un impact majeur sur le climat, mais va avoir aussi un impact majeur sur les écosystèmes. D'accord. Voilà. Je vais perdre jusqu'à 30-40% de production primaire dans l'océan, par exemple dans l'Atlantique Nord. Si je regarde maintenant la quantité de biomasse animale, ben là aussi, hein, je vais perdre, si je regarde le Pacifique, je vais perdre 30-40% de la biomasse marine, ce qui est absolument considérable. Et si je regarde maintenant l'impact sur la pêcherie, ben vous voyez qu'effectivement, elle va être fortement extrêmement importante. Donc les pêcheurs ne pourront plus pêcher au même endroit. Et on peut avoir une diminution de 30-40% de la biomasse attrapée par les pêcheurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là aussi, sur la biodiversité marine, il va y avoir un impact majeur sur cette biodiversité avec ce réchauffement climatique. Si on regarde maintenant la France, vous avez ici des cartes qui vous présentent la végétation en France. Et donc la végétation à la fin du XXe siècle et à la fin du XXIe siècle. Et vous voyez que notamment, il y a des forêts qui vont extrêmement reculer, simplement parce qu'elles ne pourront pas s'adapter au réchauffement climatique. En plus de ça, vous avez en bas la carte de prévision du risque de feu. Donc, certes, le risque de feu est déjà extrêmement élevé en Corse et en région méditerranéenne, on le voit chaque année,
mais ce risque de feu qui est relativement faible sur la façade atlantique et dans le centre de la France va devenir absolument considérable. En lien évidemment avec le réchauffement climatique et puis aussi le fait que les espèces végétales n'arrivent pas à s'acclimater. Donc le changement climatique va créer de nouveaux risques pour les systèmes naturels et les systèmes humains évidemment qui en bénéficient et amplifier les risques existants. Et ce, quel que soit le niveau de développement des pays. La France a un niveau relativement élevé de développement. On voit bien que cet impact va être majeur également sur les forêts et sur le risque de feu. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'amplitude et la vitesse du changement climatique sont importants, plus la probabilité de dépasser les limites d'adaptation vont augmenter. C'est ce que l'on a vu notamment pour les espèces qui ne pouvaient pas s'adapter. Alors, dernière petite partie, je vais vous parler donc de quelques initiatives pour notamment ce qu'on appelle atténuer ou mitiger le changement climatique. Alors, il y a une chose qui existe, et il y a des rapports là-dessus, c'est ce qu'on appelle le géo-engineering. C'est-à-dire, quels vont être les processus liés à l'ingénierie qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer d'atténuer le changement climatique. Vous avez ici un petit bloc diagramme qui montre ces différents paramètres. Vous avez par exemple en A la fertilisation de l'océan. La fertilisation de l'océan, c'est-à-dire qu'on va donner des nutriments à l'océan pour booster la productivité océanique. Si on booste la productivité océanique, on crée du carbone dans l'océan. Donc on pompe le carbone de l'atmosphère. Donc on va diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère. Ensuite, l'alcalinisation de l'océan va avoir un petit peu le même effet. On peut avoir aussi l'accélération de l'altération. Vous voyez, vous avez des roches ici. Si on les altère plus vite, l'altération des silicates, ça va avoir tendance à piéger du CO2. Donc voilà, encore une façon d'essayer de piéger du CO2. Le boisement, eh bien, le fait si on reforeste une zone, on va créer de la biomasse continentale qui va piéger du CO2. Voilà, il y a plein d'autres choses, notamment donc ça c'est pour l'élimination du CO2 de l'atmosphère. On peut également essayer de piéger directement le CO2 et de le stocker dans les roches. Ensuite, pour diminuer le rayonnement solaire, alors il y a des idées un peu étranges, c'est de la science-fiction presque, le déploiement, notamment en G, là, de miroirs dans l'espace, qui en fait ferait en sorte de réfléchir le rayonnement solaire incident. Il y a un très bon film de science-fiction là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Snowpiercer, qui montre comment le fait d'avoir émis des particules dans l'atmosphère pour essayer de limiter le changement climatique a eu l'effet complètement inverse. Bon, voilà, c'est un très bon film. Ensuite, il y a d'autres aspects sur l'injection d'aérosols dans l'atmosphère, qui pourrait avoir le même type d'effet. L'augmentation de la luminescence des nuages à travers des particules aussi pour réfléchir. Également l'augmentation de la luminescence de l'océan avec des microbilles qui pourraient être mis dans l'océan. Vous voyez ce qu'on voit. Le blanchiment des toitures, ça c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ça change l'albédo des surfaces. Et également pour les cultures. Donc voilà, pas mal d'idées, enfin en tout cas de processus qui pourraient être mis en œuvre pour essayer d'atténuer ce changement climatique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette publication? C'est pas pour dire que c'est ce qu'il faut faire, puisque là, en fait, c'est une simulation qui est en train de vous dire, bon ben voilà, si on injecte ces particules dans l'atmosphère, je vais avoir ça comme impact sur les cyclones. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'impact qu'il va y avoir sur la température, sur les précipitations, sur plein d'autres paramètres, système climatique, on ne sait pas grand-chose pour tout. Et donc, ce papier-là avait pour but de dire, attention, si, je ne sais pas, par exemple, il y a un président un peu taré, au hasard, un président nord-américain, qui décide, parce qu'il en a marre que la Floride soit impactée par des cyclones tropicaux tous les ans, qui décide d'injecter des particules dans l'atmosphère pour diminuer l'impact de ces cyclones, ben évidemment, ça va avoir des répercussions à l'échelle globale. Et donc, ce que disait ce papier, c'est qu'il faut absolument légiférer sur la question pour pas qu'il y ait un dirigeant d'une planète, d'un pays riche qui décide, parce qu'il a une lubie, d'injecter ces particules dans l'atmosphère et de changer le climat mondial. Évidemment, ça aurait des répercussions que l'on ne maîtrise pas encore bien. Et donc, il faut absolument faire attention à ce genre de choses. Une autre initiative, peut-être vous en avez entendu parler, c'est l'initiative 4 pour 1000. Je pense que Jérôme Poulard, dans son cours, vous en a peut-être parlé, il vous expliquera ça probablement beaucoup mieux que moi. On voit sur cette figure
la quantité de carbone dans l'atmosphère augmente à peu près de 4,3 milliards de tonnes par an. Okay. C'est en lien avec les activités humaines et la déforestation, et puis donc les piégeages, je vous l'ai déjà décrit, hein, c'est l'océan, la forêt notamment. Alors, ce que l'on sait, hein, c'est que les sols dans le monde contiennent sous forme de matière organique environ 1500 milliards de tonnes de carbone. C'est absolument considérable comparé aux émissions annuelles. Et ce carbone, en fait, c'est le carbone fixé par les végétaux, hein, qui va être présent dans le sol. Et donc, on va avoir une énorme quantité de carbone piégé dans le sol. Donc 1500 milliards, alors que l'augmentation est de 4,3 milliards de tonnes. Et donc l'idée, c'est que si on augmente de 4 pour 1000, d'où le nom de cette initiative, 4 pour 1000, si on augmente de 4 pour 1000 par an la quantité de carbone stocké dans les sols, ben, tout simplement, on stoppe l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc il suffirait effectivement que les sols stockent plus de CO2 sous forme de matière organique pour que la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'augmente plus. Alors qu'est-ce qui pourrait être fait pour cela? Ben, voilà quelques exemples, notamment comment stocker plus de carbone dans les sols. Ben, par exemple, ne pas laisser le sol nu et travailler moins le sol, donc peu de techniques de labour. Introduire par exemple davantage de cultures intermédiaires et intercalaires entre les différentes bandes de cultures. Développer les haies en bordure de parcelles agricoles. Optimiser la gestion des prairies avec par exemple l'allongement de la durée de pâturage, pour pas qu'il y ait un surpâturage de certaines zones. Et restaurer les terres dégradées, par exemple des terres arides ou semi-arides, donc qui sont dépourvues de végétation. Donc cette initiative internationale, permettrait de concilier les objectifs à la fois de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique. C'est une initiative qui a été proposée par le gouvernement français lors de la COP 21. Alors, une dernière diapo là, que je voulais vous introduire, c'est la notion de risque. Le risque, vous entendez souvent parler. Donc, le risque, c'est un croisement entre trois choses. Là, ce qu'on appelle l'aléa, le fait qu'il va y avoir, je sais pas, une augmentation de la quantité de cyclones, donc ça c'est un aléa. La vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que, par exemple, ben, je sais pas, les gens qui habitent sur la, la bande de sable proche de la mer, ben, par exemple, il n'y a pas de protection contre, contre les vagues. Donc ça va être la vulnérabilité des gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans cette zone-là ou peu de gens? Et ensuite, l'exposition, ben voilà, est-ce que ce risque va être important ou pas pour les populations? Est-ce que ces populations vont être exposées à ce risque, à cet aléa? Donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle le risque. Donc vulnérabilité, exposition et l'aléa. Donc ça forme le risque. Et donc évidemment, on peut essayer d'appliquer ce concept de risque aux différents types d'évolution climatique et d'aléas climatiques qui va pouvoir apparaître. Et l'idée, c'est d'essayer de diminuer à la fois la vulnérabilité, l'exposition et le risque pour essayer, et l'aléa, excusez-moi, pour essayer de diminuer le risque et d'adapter les populations aux changements qui peuvent être écologiques, physiques, technologiques, économiques, etc. Donc je vous laisserai regarder en détail cette figure-là. J'en ai fini pour ce cours, il y a quelques diapos en plus à la suite de cela, vous pouvez les regarder. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour poser les questions que vous avez. Et puis d'ici là, je vous ferai également suivre le deuxième cours. Voilà, merci pour votre attention.